8h36, notre invité ce matin, Christian Estrosi, maire de Nice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nice, la région, Isola 2000, triomphe avec la médaille d'argent de Julia Pereira. Vous avez eu sa maman, je crois. Oui, absolument. Et ce matin, quel bonheur de voir les Alpes du Sud et puis cette station de la métropole de Nice-Côte d'Azur, dont je suis le président d'ailleurs, oui. Avec un autre coureur qui va rentrer en lice, en géant, Mathieu Fèvre, dans 48 heures, je crois. Donc voilà, Julia, 16 ans, c'est fantastique. Et cette médaille d'argent, c'est aux bornes. Christian Estrosi, avant d'entrer dans le sujet majeur de cette interview, l'avenir du secteur ferroviaire en France, je voudrais que l'on parle de Gérald Darmanin, que vous connaissez bien. Ouverture d'une enquête pour abus de faiblesse à la suite de la plainte d'une jeune femme. Je ne sais pas qui et de quoi on m'accuse, je n'ai rien à me reprocher, a déclaré Gérald Darmanin. Pas de mise en examen, donc pas de démission. Moi, je suis totalement opposé à quelque démission que ce soit. Vous vous rendez compte, Jean-Jacques Bourdin, on est rentré dans un cycle aujourd'hui où dès qu'une accusation tombe sans la moindre preuve, sans la moindre mise en examen par la justice, sans la moindre condamnation a fortiori, il faudrait que chacun démissionne. Personne n'est à l'abri de quelque plainte que ce soit. Une plainte, c'est une plainte. Non, je ne suis pas favorable à sa démission et jusqu'à preuve du contraire, je lui attribue toute ma confiance. Alors que le président de votre parti demande sa démission. Eh bien, je trouve que ça n'est pas un comportement digne au plan politique. Il suffit, vous avez dit, il suffit d'un hashtag maintenant pour dénoncer son voisin. Ah oui, oui, c'est ça. Les dégâts que font les réseaux sociaux. Oui. Et je suis face à ça un peu révolté par rapport à cette attitude qui, au fond, jette l'opprobre et le doute sur l'ensemble de la société, sur son voisin, sur son collègue de travail, sur une personne qu'on a pu fréquenter à un moment de sa vie et qui, pour des raisons personnelles, voudrait s'en prendre à vous. Je crois que nous ne devons pas tomber dans ce piège et montrer que, au fond, nous sommes une société assez équilibrée et stricte par rapport à tout cela. Il y a preuve, il y a la justice qui est libre de prendre ses décisions, laissons-la libre de prendre ses décisions et de dire le droit. Et à partir de là, bien évidemment, s'il y a eu faute, il doit y avoir démission. La réforme du transport ferroviaire en France, il y a ce rapport qui fait du bruit depuis hier de Jean-Cyril Spinetta, qui ne vous a pas vraiment surpris, je crois, hein, Christian Estrosi. Que dit le rapport de Jean-Cyril Spinetta? Il dit, d'abord, sur le statut du cheminot, à l'embauche, le statut du cheminot disparaîtra. Doit disparaître. Je dis bien à l'embauche, hein, pas pour les cheminots qui sont en place. Plus de régime de sécurité sociale, de retraite spécifique, etc., etc. Il faut mettre fin au statut de cheminot. Bon, d'abord, globalement, Jacques Bourdin. Oui. Moi, je partage complètement le constat qui est fait par Jean-Cyril Spinetta et par ce rapport. Mais je n'en partage pas forcément toutes les recommandations. Oui. Sur la fin du statut du cheminot à l'embauche, bien évidemment, pas remettre en cause ceux qui sont rentrés avec des règles du jeu. À l'embauche, j'y suis plus que favorable parce que je crois qu'une grande part des déficits considérables de la SNCF sont dus par des problèmes de management et par le problème de la gestion du personnel. Ça veut dire que le statut disparaîtra. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans ma propre région, par exemple, oui, vous avez 20% de trains en retard. Vous avez 10% de trains annulés par an. Vous avez 90 jours sur 365 de grève par an. Est-ce que c'est encore supportable pour les usagers des transports? Dit le président de la SNCF il y a 3 jours. Bien sûr, mais ça fait des années que j'entends le président de la SNCF dire que ça s'améliore. Chaque fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça s'améliore. Je vois un système qui n'a cessé de se dégrader. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai refusé de payer, alors que la région est censée, puisque nous sommes l'autorité organisatrice de transport, de payer ceux qui n'étaient pas fournis comme prestations, alors que chaque année, nous étions soumis à payer cash un contrat qui était signé pour 365 jours. Et depuis, c'est vrai. Il paraît que la région ne paie pas toujours, d'ailleurs, dit le président de la SNCF. Non ? Qui dit que la région ne paie pas toujours. Mais pourquoi je paierais les 90 jours de grève ? Pourquoi je paierais les 10% de trains annulés
où les usagers qui attendent sur le quai de la gare ne voient pas le train arriver et qui ne comprendraient pas pourquoi je paierais une prestation qui n'est pas assumée. Eh bien, je comprends que ça déplaise au président de la SNCF, mais peut-être que ça peut l'amener à un comportement plus vertueux avec la SNCF. Avec la SNCF. Donc, le statut, c'est une chose, puisque ça touche le personnel, et c'est important. Vous dites, là, il y a des économies à faire. Ça veut dire quoi, des économies? Ça veut dire des suppressions de postes. Suppressions de postes. Mais ce ne sont pas forcément des suppressions de postes, mais une meilleure gestion. Tenez, je vous cite des départs volontaires. Je vous cite un exemple sur les trains en retard. Voilà. Est-ce que vous savez, par exemple, que si vous avez un TER qui voit son essuie-glace qui est cassé dans la ligne entre Nice et Monaco, on l'envoie au centre de maintenance à vide, à la gare de la Blancarde, à Marseille, sur 200 km plus loin, plutôt que d'avoir un centre de maintenance sur place entre les trains qui circulent à l'ouest et les trains qui circulent à l'est. Et pendant ce temps, on bloque les autres lignes, on a des trains qui circulent à vide. C'est un modèle de gestion de la SNCF qui démontre bien qu'une grande part des déficits vient d'un mauvais management et d'une mauvaise administration de cette maison. Bien, 45 milliards d'euros de dette, c'est considérable. Christian Estrosi, plusieurs solutions. Si j'ai bien compris, Jean-Cyril Spinetta, à terme, c'est une forme de privatisation de la SNCF, non ? Moi, je ne suis pas forcément pour les privatisations parce que je crois au service public et à un bon service public. Je crois à la concurrence. En 2017, j'ai été le premier à dire, en même temps que je rompais certains accords avec la SNCF, à dire qu'avant 2023, je souhaitais que le gouvernement, c'était le gouvernement socialiste à l'époque, nous accorde le droit à l'expérimentation de la mise en concurrence. Ça ne nous a pas été accordé. Aujourd'hui, le rapport Spinetta le propose. C'est une bonne chose et je souhaite, là où l'Europe l'imposera en 2023, que ça puisse nous être accordé avant. Parce que je pense que la mise en concurrence dopera. En même temps, on cherche des sources de financement. Je ne suis pas pour que ce soit l'État qui paye la dette. Je suis pour qui va la payer? Mais d'abord, la route, ça pollue. Les transports de poids lourds internationaux. Pourquoi ne pas faire financer une part par une taxe carbone dont on parle depuis des années et à laquelle je suis plus que favorable? Mais qui paierait cette taxe carbone? Les transporteurs routiers? Mais les transporteurs routiers. Et là aussi imposer que nous ayons... Vous êtes favorable à une taxe sur le transport routier? Mais bien évidemment. Quand je pense que la SNCF, tenez, je vais vous dire un truc qui ne se dit pas beaucoup. Vous savez que la SNCF est aussi un transporteur de marchandises. Oui, je sais. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que ça n'est pas majoritairement par le ferroutage qu'il transporte les marchandises? Que c'est avec son propre service de transport par la route en poids lourd que la SNCF transporte les marchandises? Pensez pas qu'il y a quelque chose à faire pour faire en sorte qu'une taxe carbone impose par le rail ou par la mer, d'ailleurs, ça s'appelle le méroutage aussi, partout où il y a du littoral qu'on transporte des marchandises? Eh bien, je suis pour cela. Est-ce que vous savez que les sociétés autoroutières dégagent en France aujourd'hui, les concessionnaires, entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de dividendes qu'ils distribuent à leurs actionnaires chaque année? Vous ne pensez pas qu'on pourrait revenir par une loi sur le fait qu'une part de ces dividendes pourrait être reversée à la modernisation des réseaux de transport et à résorber une part de la dette de la SNCF? On doit défendre le rail contre la route. C'est un impératif. Voilà, en tout cas, on doit quelques défendre pistes que je les propose. petites lignes. Et on doit défendre les petites lignes. Qui desservent des régions sous-équipées maintenant en service public. Alors, si je suis totalement favorable, bien évidemment, au statut qui doit être le même pour tous les salariés, prendre sa retraite à 52 ans quand on est un conducteur, on n'est plus le conducteur d'une locomotive à vapeur ou à charbon, une locomotive électrique, ou à 57 ans, voilà, 1 euro de cotisé pour tous les salariés dans notre pays, ça doit être le même statut. Donc je suis favorable à cela. Mais d'un autre côté, je ne suis pas favorable à ce que l'on
supprime 25% des petites lignes. Oui. Il y a des réponses à apporter. C'est ce que contient le rapport Spinetta. L'égalité pour tous les territoires, la ruralité dont on voit monter de plus en plus en puissance, et pour moi qui est montée avec un grand mouvement de maires de France, de droite, Je vais du vous en centre, parler. la France audacieuse, je le dis, l'équité entre les territoires, le monde urbain et le monde rural, c'est une exigence, ça fait partie du service public que nous devons apporter. C'est un monde qu'Emmanuel Macron néglige. Non, je ne le crois pas, et j'ose espérer en tout cas que sur cette part du rapport Spinetta, au contraire, il estimera qu'il faut investir, moderniser, apporter une meilleure desserte dans le domaine rural, sur les territoires ruraux de notre pays. Il n'est pas question d'accepter de fermer des petites lignes. Par contre, on voit qu'à certaines horaires, il y a des petites lignes où il n'y a personne dans les trains, qu'il y en a plus aux horaires de pointe. Eh bien, peut-être faisons en sorte qu'il n'y ait pas des trains toute la journée qui se répartissent n'importe comment, mais au moins qu'aux heures de pointe où on remplit les trains, sur l'ensemble de ces petites lignes, on ne les démantèle pas. Vous savez, en 1927, la France a fait un plan d'installation ferroviaire sur tout le territoire français, partout, et surtout dans la ruralité, qui à l'époque était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. Puis à partir de 1934, on les a fermés au bénéfice de la route. Aujourd'hui, on pleure de les avoir fermés. Eh bien, je dis, ne commettons pas les mêmes erreurs que celles que nous avons commises à la fin de la première moitié du XXe siècle. Vous avez parlé de la France audacieuse, vous êtes délégué général de ce mouvement. C'est un mouvement, pour l'instant, je crois que vous allez tenir bientôt un congrès. C'est ça, un congrès en mars, c'est cela? Un congrès, c'est oui, ça quoi? sera notre congrès fondateur. Aujourd'hui, nous avons organisé avec Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, il y a Robinet, le maire de Reims, nombreux maires, j'ai vu ça. Luc Aurore, le maire du Havre, et bien d'autres encore. De Marseille, mais beaucoup. Nous sommes près de 300 maires et près de 600 élus locaux et près de 15 000 adhérents déjà aujourd'hui de citoyens actifs. Mais ça va être transformé en parti politique ou pas? Oui, mais nous sommes aujourd'hui statutairement. Nous sommes un parti politique. Mais nous revendiquons surtout d'être un collectif. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas une course d'ego pour savoir s'il y aura un présidentiable. Nous voulons être des acteurs. Et il faut comprendre que la France aujourd'hui... C'est un parti politique dans lequel on peut avoir un autre engagement politique, puisque vous-même, vous êtes resté aux Républicains. Oui, on peut avoir une double appartenance. Une double appartenance, mais nous voulons démontrer que nous sommes une force de progrès. Oui. Voilà, il y a des conservateurs de gauche, il y a des conservateurs de droite qui voudraient surtout qu'une ligne ne bouge, qu'on fonctionne sur les mêmes archaïsmes que par le passé. Les Français, me semble-t-il, en 2017, ont dit les vieux partis politiques, on n'en veut plus. Ils n'ont placé au deuxième tour aucun candidat issu d'un parti politique anciens. Ils veulent autre chose. Ils veulent du progrès, ils veulent de l'interactivité, ils veulent du dialogue et ils veulent surtout de l'action. Que quand on donne une parole, elle soit tenue et respectée. Les maires, aujourd'hui, c'est 70% de la commande publique. Vous parliez de la SNCF, mais vous savez qu'au moment où la SNCF ne modernise ou ne réalise plus aucune ligne nouvelle dans notre pays, il y a des centaines de kilomètres de transport en commun, métro, tramway et autres modes de transport en commun en site propre qui sont réalisés par les élus locaux. C'est-à-dire que nous faisons avancer la politique des transports pendant que l'État et la SNCF ne fait plus rien avancer, au contraire rétrograde. Et j'espère que ce rapport amènera le président Macron, avec lequel nous souhaitons être des partenaires. D'accord, on n'est pas dans la majorité présidentielle, que les choses soient claires. Nous voulons être des partenaires pour aider la France à gagner. Donc, des partenaires, à partir de l'audace, un parti politique de droite comme de gauche, enfin, qui réunit des progressistes. Des progressistes. Des progressistes de droite comme de gauche. Et plutôt girondins. Plutôt girondins. Du centre, peut-être centre-droit. Vous aurez un candidat à la présidentielle? Vous aurez un candidat à la présidentielle? Mais je vous ai dit qu'il n'était pas question pour nous de nous engager vers une présidentialisation de qui que ce soit. Bon, il n'y aura pas de candidat à la présidentielle. Jean-Jacques Bourdin, la France va si mal. Elle va si mal. Gagner la guerre contre le chômage, les déficits publics sur la SNCF. Le chômage me semble un peu... Est-ce qu'elle va mal, la France? Mais la France est en train de regagner des parts de marché. Aujourd'hui, la politique économique qui est conduite mérite plus d'être accompagnée que d'être combattue stupidement par pur idéologisme. Nous avons des réformes qui vont dans le bon sens, sur la fiscalité, sur l'ISF, le code du travail, la suppression de la taxe d'habitation
pour laquelle nous sommes des maires favorables à la totalité de la suppression, pas 80%, mais la totalité de la suppression de la taxe d'habitation, qui est l'impôt le plus injuste pour nos concitoyens, parce qu'on ne paye pas avec le même revenu la même taxe d'habitation selon que l'on est à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Nice ou ailleurs, et qu'il nous faut là avoir une fiscalité juste pour le contribuable et équitable pour la collectivité, qui permette aussi de préserver l'autonomie des communes. Christian Estrosi, donc pas de candidat à la présidentielle, mais vous-même candidat à la mairie de Nice en 2020, j'imagine. Oh, écoutez, oui, on verra bien. Bon. Peu importe. Enfin, je suis là pour faire avancer ma collectivité. Et à Marseille, vous pourriez soutenir Christophe Castaner? Mais aujourd'hui, Marseille a besoin de se sortir d'une situation qui est compliquée, qui est difficile. Moi, je ne veux pas faire d'ingérence. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Gaudin, qui est un ami. J'ai positionné Renaud Muselier à la présidence de cette région, dont je suis désormais le président délégué, et nous sommes un vrai tandem et des vrais partenaires pour cette région. Je veux contribuer à un débat apaisé, et s'il peut y avoir un rassemblement de forces progressistes, de progrès, d'intérêt général, pour faire en sorte que Marseille, qui a avancé ces dernières années, qui a une réforme structurelle du territoire difficile avec sa métropole et qui doit réussir impérativement à les accompagner en rapprochant la position des uns et des autres, entre les représentants de l'exécutif actuel et les représentants de forces modérées, de droite, du centre, donc, et qui en même temps sont des forces de progrès. Castaner, s'il est candidat. Je laisse le soin d'abord à un débat s'instaurer, entre les sortants, Jean-Claude Gaudin, des gens qui comptent. Vous avez Renaud Muselier, qui est une vraie personnalité, Martine Vassal, la présidente du département, qui est une vraie personnalité, des parlementaires amis, Christophe Castaner, dont on dit qu'il s'y intéresserait. Moi, je ne fais pas d'ingérence, je ne sais même pas si Christophe Castaner, dont on avance le nom, s'y intéresse vraiment. Donc je ne vais pas parler à sa place. Vous pourriez le soutenir s'il s'y intéresse, quoi. J'ai bien compris. Éventuellement, s'il y a rassemblement. Bon, si j'ai bien compris. Bon, passons à autre chose. Passons à autre chose. Je voudrais parler en 3 minutes, je sais bien que c'est court, du projet de loi immigration-asile. Ce projet de loi, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de dissuader les migrants de venir en France. C'est l'objectif ? D'après ce que vous en savez? C'est pas d'après ce que j'en sais. Nous tirons le même constat, que ce soit le mouvement auquel j'appartiens ou le président de la République, qui l'a dit pendant sa campagne présidentielle et qui depuis avance un certain nombre de pistes. Voilà. Il y a aujourd'hui d'abord 2 sujets à ne pas mélanger. Le droit d'asile, qui est un droit que nous n'avons inaliénable. Il est inaliénable. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on ne renvoie pas assez de déboutés du droit d'asile dans notre pays, puisque 95% de ceux qui sont déboutés restent chez nous. Aujourd'hui, ce texte de loi propose que l'on double le délai de rétention de 45 à 90 jours, que l'on accélère les procédures pour renvoyer ceux qui ne doivent pas bénéficier du droit d'asile, et faire en sorte qu'un certain nombre de candidats à l'immigration ne puissent pas venir dans n'importe quelle condition. Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'on poursuive le regroupement familial. Nous n'avons plus besoin de politique familiale en matière d'immigration. Donc c'est un sujet sur lequel je souhaite même que le gouvernement aille plus loin. Vous voteriez ce projet de loi? D'abord, je ne suis pas parlementaire. Non, mais d'accord. Mais c'est là que c'est important de parler de la France audacieuse. Parce que pourquoi c'est aux parlementaires de juger? Et ça ne serait pas aux maires qui, eux, ont à accueillir des immigrés sur le territoire de leur commune. Voilà une des réformes où je demande que pour ceux qui désormais n'ont qu'un seul mandat, gérer le territoire, être des exécutifs qui font avancer la marche, la création d'emplois, le développement, la numérisation du territoire, eh bien nous ayons notre mot à dire dans ce domaine. Alors, est-ce que vous approuvez ce projet de loi? Non seulement je l'approuve, vous le soutenez, et je souhaite que la droite ne soit pas stupidement opposée à ce texte qui est une avancée par rapport à ce que des gouvernements de droite et de gauche n'ont pas fait ces dernières années, mais que nous apportions aussi des valeurs ajoutées. Par exemple, que lorsque l'on demande un droit d'asile en France, cette demande ne se fasse pas en France, mais se fasse dans les frontières extérieures à la France, dans nos consulats ou les consulats mutualisés avec les autres pays
de Schengen et que l'on ne vienne en France qu'une fois qu'il est accordé à partir de ses consulats. Est-ce que vous vous êtes augmenté de 40%? Non, absolument pas. Non, je vous dis ça parce que le gouvernement a fait adopter, vous vous souvenez, c'était fin Oui. décembre, vous avez vu ça, hein, Oui. a fait adopter par les députés l'augmentation de 40% des maires des grandes villes. Oui, bah, vous savez, non seulement je ne l'ai pas appliqué, Oui. mais je ne trouve pas ça incongru. Vous savez que tout est plafonné de toute façon. Donc, c'est pas un vrai débat. Mais c'est un vrai débat aujourd'hui d'avoir une classe politique qui soit au niveau des jeunes qui s'engagent en se disant j'ai passé des diplômes, j'ai une carrière, j'ai une expérience à apporter. En même temps, faut avoir un revenu qui permette d'exercer une très haute responsabilité dignement. Vous savez, je suis aujourd'hui en même temps le PDG d'une entreprise de 15 000 salariés. Je ne regarde pas cela. Je n'ai pas souhaité que nous l'appliquions chez moi, mais pour tout autant, je ne trouve pas ça totalement anormal que l'on puisse permettre à chacun d'exercer dignement sa responsabilité. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin, il est 8h56.